Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au programme de Walf TV. Bienvenue à votre émission Duel. Comme chaque semaine, donc, nous allons faire un tour d'horizon des faits et en marquer l'actualité de la semaine. Au menu de ce numéro, nous allons aborder la crise scolaire, la fin de la crise scolaire. On peut dire aujourd'hui maintenant que tout est bien qui finit bien, puisque après une rencontre avec le chef de l'État, les enseignants donc, ont décidé de lever leur mot d'ordre, mais contre quand même des promesses bien ficelées avec le chef de l'État, et qui les a donné donc rendez-vous jusqu'en 2020 pour en tout cas porter leur indemnité à 100 000 francs. Alors, est-ce que donc peut-on dire qu'il s'agit d'une capitulation des syndicats d'enseignants, ou bien c'est tout simple du pouvoir, ou bien tout simplement c'est les enseignants qui sont revenus à la raison? Nous allons également aborder le problème de la sphère ministérielle de Diamniadio qui était inaugurée ces jours-ci par le président de la République. Alors, un investissement d'un coût de plusieurs milliards, mais qui pose aussi beaucoup de questions, puisqu'on sait que ces ministères-là qui devront être délocalisés ont fait l'objet donc aussi d'un autre investissement, puisque le building administratif qui recevait beaucoup de ministères a été retapé à hauteur de 30 milliards de francs CFA. D'où la question que posent certains Sénégalais, à quoi était-il donc bon d'investir autant d'argent si on savait tout simplement qu'on devait délocaliser ces ministères, en tout cas vers le pôle de Diamniadio. Et pour finir, nous avons abordé la dernière actualité, la toute récente, c'est la sortie du porte-parole de l'APR, pour ne pas dire le porte-parole du gouvernement aussi, M. Seydou Gueye, qui demande tout simplement à M. le médiateur de la République d'avoir une posture impartiale. En tout cas, il estime qu'il a violé le devoir de réserve en adoptant une posture de militant ou bien de parti politique. C'est pourquoi il demande au chef de l'État de le démettre. Alors, pour aborder ces questions, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau deux hommes politiques. L'un, c'est M. Cheikh Gueye, il est responsable de ADD, Alliance pour le développement de Diourbel, oui. Ancien consul du Sénégal à Jeddah. M. Gueye, bonsoir. Bonsoir Georges. Avec vous sur ce plateau, nous avons le plaisir de recevoir M. Serine Thiam, il est responsable du grand parti, enseignant à l'UCAD. M. Thiam, bonsoir. Bonsoir. Alors, je vais commencer par vous d'ailleurs, M. Thiam. Comment appréciez-vous donc cette levée du mot d'ordre des enseignants? Rebonsoir Georges, je salue au passage M. Sergueï et je salue tous les téléspectateurs de la télévision et radio Walf TV et que je suis très content d'être là encore une deuxième fois pour répondre sur les questions d'actualité. Revenant sur la première question en ce qui concerne la suspension de la grève des enseignants, en réalité c'est quelque chose qui a été salué par le peuple sénégalais. Quelque chose qui a été salué, d'autant plus que la grève des enseignants a assez duré. Ça a duré de telle sorte qu'on a failli même en arriver à une année blanche. Donc si on en revient à un moment donné pour dire qu'il y a eu suspension et que les choses sont réglées, on ne peut que s'en féliciter. Mais il ne faut pas qu'on se verse dans l'absolu. Les problèmes ne sont pas encore finis et qu'on parle d'une suspension. Il y a certains même qui refusent de parler d'arrêt ou la fin des problèmes. Non, ce n'est pas la fin des problèmes. C'est une suspension et le mot suspension en son sens. C'est-à-dire qu'ils se sont mis d'accord sur des propositions qui ont été avancées par le chef de l'État. C'est-à-dire que le fait de relever l'indemnité en 100 000, mais qui serait applicable en 2020. Donc cela soulève des problématiques. Pourquoi attendre ce moment? C'est-à-dire que pourquoi laisser la grève durer pendant plus de 4 mois et arriver à une acceptation qui pouvait être, en tout cas, faite bien avant. Parce qu'aujourd'hui, on parle de sauver l'école. Mais à mon avis, on n'a pas sauvé l'école. On a retenu des dates pour qu'on puisse faire l'examen du BFM, l'examen du baccalauréat simplement. Mais sauver l'école, c'est un système éducatif qui est là, qui est vraiment appauvri par rapport à des engagements, un système éducatif qui est à genoux depuis très longtemps. Donc si on nous parle de sauver, on a sauvé l'école, moi je pense qu'il y a une certaine exagération par rapport à l'appellation. Certes, on va faire dans 2 mois des examens le baccalauréat, mais la question qu'on devrait se poser, est-ce que les élèves sont prêts? Parce qu'on ne peut pas être à l'aise si on n'a pas assuré le quantum scolaire, on n'a pas assez d'outils pour aller faire un examen, mais tout compte fait, l'examen sera fait. Donc la satisfaction se trouve au niveau de... On a sauvé l'école, mais au fond, l'école n'a pas été sauvée. Des dates sont retenues et on va faire un examen simplement. Les élèves qui feront le baccalauréat n'auront pas le niveau requis pour venir à l'université, ça c'est sûr. Ceux qui feront le BFM n'auront pas le niveau requis pour venir au lycée. Donc, quelle est la conséquence? On nous verse des élèves qui n'ont pas le niveau. Et ça, c'est la problématique fondamentale qu'il faudra essayer de soulever. Autre chose, ce qu'il nous faut, ce n'est pas le simple fait de faire des promesses jusqu'à l'an 2020. Et là, il y a un souci. Parce que n'oubliez pas que
en 2012, quand le régime a gagné et que le régime était en place, ils ont dit qu'ils n'assurent pas en tout cas des promesses qui ont été tenues par le régime qui a été remplacé en 2012. Et aujourd'hui, ils parlent de 2020 alors que les élections, c'est pour 2019. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils ont eu la certitude qu'ils seront là en 2020? Sûrement. Sûrement, on n'en sait rien, on n'est pas encore vers les élections et qu'il y aura vraiment des surprises par rapport à ces élections. Moi, je pense que l'idée de parler de 2020 est impertinente. L'idée, c'était rien d'autre que d'écouter les enseignants, de respecter les accords qui ont été signés en 2014, les accords qu'on avait appelés des accords réalistes et réalisables, et arriver jusqu'à 2018, à quelques mois des élections, accepter une chose qui pouvait être faite bien avant. Donc je pense qu'à mon humble avis, je ne parle pas de capitulation des enseignants. Les enseignants n'ont pas capitulé. Les enseignants n'ont rien fait d'autre que, à un moment donné, écouter le cri lancé par les élèves, les cris lancés par les parents d'élèves, les cris lancés par, en tout cas, ces hommes d'État même qui sont dans le pouvoir et qui sont dans l'opposition et dans la société civile et qui en ont marre de la grève. Parce qu'au finish, qui est perdant, c'est l'élève, le citoyen sénégalais, l'enfant sénégalais qu'on doit préparer pour des lendemains meilleurs. Dans ce cas de figure, il faudra qu'on s'essaye et que les enseignants ont donné une mise en garde, ont donné leur bonne foi. Maintenant, est-ce que ce sera appliqué? Est-ce qu'on n'aura pas le syndrome de 2014? Là, on ne sait pas. Et je termine sur ce point en disant que l'endroit où les accords ont été scellés, ça a été discuté, c'est à Mermoz, chez le président, qui est un endroit privé. On se rend compte que comment on peut aussi sceller des choses, même si sur le fond, ok, mais sur la forme, on se pose des questions. Pourquoi pas au niveau du palais? Le problème, l'endroit vous pose problème? Oui, parce qu'en réalité, si on prend une institution, chez le président, chez lui, chez sa femme, Marième Faye Sall, ce n'est pas sa résidence privée. Sa résidence privée chez sa femme. Et donc on nous dit, je ne sais pas, je donne ma langue au chat, que derrière ces accords, il y a la grande dame Marième Faye Sall, que je salue au passage et que je félicite. Peut-être c'est elle qui a décanté la situation et heureusement le président de la République écoute quelqu'un. Parce qu'il est connu sur le fait de n'écouter personne en ce qui concerne tout ce qui s'est passé avec le parrainage, tout ce qui passait avec la... jamais écouter personne. Et puis, puisque maintenant il y a une grande dame qu'il écoute et que la situation est décantée, mais on applaudit demain, mais la félicitation donc revient à Marième Faye Sall. Ok, merci. Alors, Excellence, donc, est-ce que les enseignants ont capitulé ou bien sont-ils juste revenus à la raison? Moi, je pense que ce n'est ni les enseignants, ni l'État qui ont capitulé. Il s'agit justement du peuple sénégalais, aussi bien les parents, je vous dis les parents d'élèves, les élèves, qui ont été vraiment soulagés, qui ont bénéficié d'un ouf de soulagement. Vous savez que cette grève-là a trop perduré. Et là également, le plus grand perdant, c'est qui? C'est les élèves. C'est l'élève le plus grand perdant, l'élève en tant que tel. Et aussi par-dessus le marché, les parents d'élèves. Je crois que l'enseignement, le système éducatif est un système vraiment qui repose sur un socle de développement économique et social. Sans une bonne éducation, un pays ne peut pas avancer. Et on se rend réellement compte que chaque fois, ces grèves-là sont répétées, sont récurrentes. Et chaque fois, c'est les mêmes revendications qui sont posées sur la table. Alors maintenant, il est temps que l'on fasse tout vraiment pour mettre fin, un terme à tout cela. Ne serait-ce que pour permettre aux élèves de bénéficier d'un bon encadrement, d'un enseignement de qualité et aussi d'une année scolaire vraiment complète. Parce qu'à chaque fois, on assiste à des années scolaires de 2 mois, 3 mois, 4 mois de cours et au finish, on va passer un examen. Vous savez qu'est-ce qui va se passer? Alors, le diplôme donc, sénégalais, dans quelque temps, ne sera plus reconnu par les pays étrangers. Je veux dire par là, la France, les États-Unis, le Canada, etc. Parce qu'aussi, ils sont au courant de ce qui se passe dans le système éducatif. Je crois qu'il ne s'agit pas maintenant il s'agit que vraiment de mettre un terme à tout ça pour de bon. Les promesses qui ont été tenues aux enseignants doivent être respectées. Parce que tout le problème repose sur ça, c'est la non-tenue des promesses. Moi, je suis du côté, évidemment, du régime, tout le monde le sait. Mais quand même aussi, je suis du milieu éducatif. Parce que tout le monde sait que je dirige aussi une école privée. Imaginez aujourd'hui, les élèves de l'enseignement privé ont fait deux cours normalement. Ils ont donc terminé leur programme à l'heure où je vous parle, donc très prêts à aller affronter les épreuves d'examen. Par contre, à côté, ceux du public n'ont même pas fait 4 mois de cours et que dans 2 mois, il faut qu'ils fassent le même examen au même titre que les élèves du privé.
Je crois que là aussi, il y a ce qu'on appelle une discrimination. Il faudrait savoir que ça, c'est un secteur névralgique, très sensible, le système éducatif. Il faudrait que l'État prenne toutes ses responsabilités, prenne toutes les dispositions nécessaires pour vraiment parvenir à ne plus vivre une telle situation. Bon, là, vraiment, disons que l'intervention de Mme Marième Faye, la première dame, qui aujourd'hui, malgré les soubresauts, malgré donc les menaces proférées, si vous voulez, donc par le ministre de l'Éducation envers les endroits, a pu quand même calmer le jeu en les invitant, bien évidemment, chez elle et en discutant. Mais à quel titre, avec elle. Non, pour sauver l'année. Parce qu'il faudrait aussi, parce que aller vers une blanche, c'est une catastrophe dans un pays qui se respecte. Et Mme Faye aussi a pris à bras le corps cette question à main pour faire de sorte que l'année scolaire soit sauvée. Au moment où le ministre de l'Éducation nationale a échoué pour les négociations, parce que lui, il a toujours proféré des menaces. Je crois que les enseignants, c'est des personnes assermentées. Les enseignants, c'est des grands intellectuels. C'est des gens qui ont le même niveau aujourd'hui que les ministres qui occupent des gens qui occupent des fonctions des postes ministériels. Donc, il faudrait qu'on leur donne vraiment, si vous voulez, le mérite qu'ils doivent. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit? On dit que l'enseignant, c'est quoi? C'est le jardinier de l'intelligence humaine. Donc, l'enseignant, c'est quelqu'un qui a il sait ce qu'il veut, c'est là où il va. Moi, je suis là où je vous parle. Vraiment, les enseignants doivent vraiment être traités avec tous les égards qu'il faut. Parce que ce sont eux qui dispensent, qui éduquent nos enfants. Ce sont eux qui aujourd'hui même, les présidents, les ministres aujourd'hui ont bénéficié de leur éducation. Je ne sais pas pourquoi maintenant, à chaque année scolaire, c'est comme ça. Imaginez, dans 2 mois, est-ce que l'année scolaire est sauvée? Comme l'a dit tout à l'heure mon co-débatteur, c'est vrai. Mais aussi, est-ce que l'élève est sauvé? Est-ce que le parent lui-même est sauvé? Le public aussi, le privé est sauvé, mais est-ce que le public est sauvé? Parce qu'imaginez, 4 mois de cours, il y a des écoles qui n'ont même pas fait leur évaluation du premier semestre. Et aujourd'hui, nous en sommes au second, au mois de mai. À l'heure où on devrait procéder à l'évaluation des compositions, à l'évaluation du second semestre. Et tout de suite, après, dans 2 mois, on va passer aux examens. Est-ce que ça, c'est un diplôme fiable? Est-ce que c'est un diplôme sur lequel, évidemment, on peut, disons, les pays étrangers peuvent se reposer pour effectivement permettre à nos potaches d'aller poursuivre les études à l'étranger? Ça aussi, c'est un problème. Je crois que maintenant, il faudrait qu'on prenne cette question de l'éducation au sérieux. J'invite le président de la République, parce que moi, je suis en train de le soutenir à tout point de vue, mais quand même que lui-même qu'il prenne cette question en main. Que tous ces engagements qui ont été véritablement pris à l'endroit de ces ingénieurs puissent être respectés et qu'il n'y ait plus vraiment ce genre de situation, de perturbation dans le système éducatif. Vraiment, ça, c'est une invite que je lance au président. Alors, M. Thiam, est-ce qu'il n'y a pas quand même une contradiction ou bien un manque de logique quelque part avec les enseignants qui ont boudé les classes pendant 3 ou 4 mois pour exiger le respect d'engagements qui ont été pris avec eux et donc de lever la simple base donc d'une autre promesse? Au fait, en réalité, c'est la question qui est posée sur les débats publics, que comment peut-on diriger une grève pendant 4 mois, une grève qui a été dont le réclamer des promesses en 2014, ouais. Et lever un mot d'ordre, suspendre la grève avec des promesses. Le problème, si on l'analyse sur son aspect superficiel, ça pose un souci. Mais il faut aller sur l'aspect fondamental de la chose. C'est quoi? C'est-à-dire qu'on était à quelques semaines, je dis, d'une année blanche. Et une année blanche pour un pays, c'est un recul, vraiment un recul démocratique, un recul par rapport à l'éducation, un recul par rapport aux préceptes requis sur les b.a.-ba d'un pays qui veut que, en tout cas, que son avenir soit dessiné par rapport à une éducation meilleure. Je pense qu'ils n'avaient plus le choix, ces enseignants. Ce groupe des 6 n'avait plus le choix parce qu'à un moment donné, ils ont été diabolisés. Même par rapport à la population. Ils ont dit que ces enseignants ne sont là que pour l'argent, ne sont mieux que pour l'argent. Non, ces enseignants revendiquaient un droit. Ces enseignants avaient des devoirs qu'ils ont essayé d'accomplir et avaient des droits qui devraient être appliqués depuis 2014. Il n'y a même pas de nouvelle plateforme revendicative. Ce qu'il y a, c'est des engagements en 2014 qui ont été signés et qui ont été jugés réalistes et réalisables en un temps record. Je pense qu'on ne devrait plus parler de ces promesses de 2014. Mais le gouvernement a préféré jouer au dilatoire, tirer la chose jusqu'à 2018, à quelques mois des élections, essayer de venir pour oui, on félicite le président Macky Sall qui a sauvé l'école. Mais non, le président Macky Sall n'a absolument rien sauvé. Le président Macky Sall a lamentablement échoué sur ce côté, y compris son ministre Serigne Mbaye Thiam. Parce que le noyau du problème, c'était qui? C'était le ministre. Mais le ministre, il a été nommé par qui? Par le président de la République. Donc,
il y a une chaîne de responsabilité. Oui, mais les enseignants étaient reçus aussi par le Premier ministre. Oui, le Premier ministre, tout cela parce qu'en réalité, c'est le chef du gouvernement. Il était dans son rôle. Mais je pense que quand on dirige un pays, quand on a reçu des privilèges, des délégations de pouvoir pour un ministre de l'Éducation, il faut savoir parfois négocier. On ne négocie pas en brandissant des menaces. On ne négocie pas en disant d'une manière indirecte, vous serez tous radiés. Ça, c'est mettre de l'huile sur le feu, mais en réalité, au fond, ce n'est pas régler le problème. Tout à l'heure, j'ai félicité la première dame, Marième Faye Sall, sur un ton un peu humoristique, mais il y a un danger aussi là-bas, parce que vous avez posé la question à M. Gueye, que c'est à quel titre? Mais cette question ne sera jamais répondue parce que la première dame, c'est une appellation simplement, mais ce n'est pas une institution. Si on est arrivé à un moment donné, à chaque fois qu'il y a eu des problèmes au Sénégal, et que c'est la première dame qui sauve, mais on est dirigé par qui à la limite? Les Sénégalais, quand ils étaient partis dans les urnes, ils ont voté pour qui? Ils ont voté pour le président Macky Sall, qui a arrêté 65%. Ils ont voté pour que lui qui définit la politique de la nation. C'est lui qui est garant des libertés et des devoirs. Si on est arrivé à un moment donné, c'est sa femme. Mais on est dans quel pays? On se pose la question. Parce que n'oubliez pas que ce n'est pas la première fois qu'on félicite Marième Faye Sall. Il y a des ministres qui l'ont dit publiquement. Si on est nommé ministre, aujourd'hui c'est grâce à Marième Faye Sall. Le ministre qui dirige les enseignants à l'APR, je ne sais pas comment il s'appelle maintenant, j'ai même oublié son nom, Youssou Touré. Quand il a fait ses affaires de gamin, il a boudé, il est parti, Marième Faye Sall est parti, le voir, et comme un gamin, on l'a dirigé encore, il est revenu encore sur le pouvoir, au sein du pouvoir. Mais on est dans quel pays? C'est pourquoi à un moment donné, il faut qu'on arrête. Il faut que le président de la République prenne ses responsabilités, qu'il sache que c'est lui qui gouverne. C'est lui qu'on a délégué l'ensemble de nos pouvoirs et celui qui doit assurer derrière un droit fondamental, le droit à l'éducation. Aujourd'hui, on va faire des examens. Dommage, moi je suis enseignant à l'université, je suis enseignant à la faculté de droit. Mais quel type d'élève on va recevoir à la faculté de droit? Quel type d'élève qui va avoir son bac, qui va être orienté dans une faculté? Oui, mais on va réaménager le calendrier. Non, le calendrier a été déjà réaménagé, on a publié les dates, mais c'est juste par rapport à 2 mois, d'ici 2 mois, mai, juin, et en juillet, on fera le bac. Et il faudra se poser des questions sur les possibilités. Les possibilités, c'est quoi? Il y a des zones où, le mois de mai, ça va commencer à pleuvoir. Le sud. Et il y a énormément d'abris provisoires au Sénégal où, en réalité, sur la faisabilité, je pense qu'on a des dates, on applaudit, mais l'école n'a jamais été sauvée. Tout à l'heure, M. Gueye a dit qu'il faut qu'on s'asseye sur une table, qu'on règle ce problème. Et ce problème demande des états généraux de l'éducation. C'est ce qu'il faudra faire. Toutes les composantes de l'éducation nationale, y compris cours maternels jusqu'à l'université, les responsables devront s'asseoir autour d'une table, faire le diagnostic point par point et de trouver exactement, attaquer le mal par la racine et non pas essayer sur des aspects superficiels de trouver des dates, des compromis et d'applaudir et dire que l'année. On a le slogan Ubitay Djangatay, ça n'a pas été appliqué jusqu'ici. On va sauver l'année, on va faire des examens. En octobre, on commence, on va dire Ubitay Djangatay. Et les enseignants sont là à attendre la faisabilité des promesses. Promesse qui est tenue par qui? Un président sortant. Alors, il n'est pas sûr de gagner les élections. Et là, c'est un danger. M. Gueye a eu une analyse objective et légitime. Il est du camp du pouvoir, il le dit. Mais face à la justice, il faut montrer sa vraie casquette, simplement. C'est une question de justice sociale. On a trop rabaissé les enseignants. On les a trop taxés d'amateurs, de gens incompétents même à la limite, alors que c'est faux. Et je vais, si vous me le permettez, essayer de me replonger quand je faisais le BFM en 3e, dans une si longue lettre. Que disait Mariam Abba? Je l'ai recopié ici. Il disait que les enseignants, ceux du cours maternel, autant que ceux des universités, forment une armée noble, aux exploits quotidiens, jamais chantée, jamais décorée. Armée toujours en marche, toujours vigilante, armée sans tambour, sans une... Cette armée-là plante partout le drapeau du savoir et de la vertu. Mais ça, ce sont les enseignants. Ce sont ces gars qui se lèvent à 6 h du matin et qui réfléchissent jusqu'à 3 h du matin pour préparer des fiches, pour faire le partage de la connaissance avec des gens qu'on prépare pour un lendemain meilleur. Ces gens-là, si on se lève pour un bon jour, pour les anéantir, je pense qu'on n'anéantit pas les enseignants, mais c'est ce Sénégal qu'on est en train de... Mais vous n'avez pas l'impression quand même qu'ils revendiquent trop? Non, ils ne revendiquent pas trop. Si on compare leur niveau, leur diplôme, par rapport à ceux qui ont les mêmes diplômes. Parce que quand même, c'est l'opinion, voilà quand même l'opinion, la perception que l'opinion a quand même des revendications, de vos revendications. Oui, mais Georges, vous avez utilisé le mot opinion et perception. C'est l'opinion. L'opinion n'est pas la raison. Et la perception est critiquable.
c'est le simple fait qu'on a diabolisé simplement les enseignants. C'est simple que l'opinion est allée jusqu'à ce qu'ils disent que oui, les grèves, les enseignants. Ou bien à côté, il y a la responsabilité des parents d'élèves, il y a la responsabilité de l'État. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ce sont les élèves même qui sortent et qui font des manifestations de rue jusqu'à ce qu'il y ait des bavures policières, qu'on blesse des gens au niveau de Thiès, Ziguinchor. Et pour en arriver à quoi? À un accord qui aurait dû être fait depuis. Mais on a perdu trop de temps. Là, c'est un respect total, un irrespect total par rapport à l'enseignement. Alors, son excellence, donc ça veut dire, si on voit quand même l'épilogue, comment les choses sont terminées, est-ce qu'on peut pas dire qu'on a trop mal négocié du début jusque-là? Oui, vous savez que, comme je dis, hein, les négociations ont trop tardé, ont trop duré aussi. Je pense que dans une situation pareille, il faudrait que, je crois qu'il appartenait au ministre de l'Éducation, parce que celui qui est nommé par le président, celui qui est en charge de l'éducation de nos enfants, de nos potages, celui qui devrait vraiment prendre sa responsabilité et de convoquer tous les enseignants autour d'une table et vraiment de leur tenir un langage de vérité. Que voilà la situation. Si aujourd'hui, ce que vous réclamez, le budget ne le supporte pas, quand même qu'il soit face aux enseignants et leur dire effectivement que ce que vous réclamez, vous ne pouvez pas l'avoir. Même si par ailleurs, on avait signé des engagements réalistes et réalisables. Aujourd'hui, l'État est buté à un problème de budget de fonds pour pouvoir satisfaire vos revendications. Et les gens se discutent, parce que les gens, c'est des humains. Ils ont leurs petits frères, leurs neveux et autres, leurs nièces, autres dans les écoles publiques. Et il faut voir que ce sont ces élèves-là que je dis toujours qu'ils sont les plus grands perdants dans tout ça. Je crois que si aujourd'hui le ministre n'avait pas, disons que perdu tout son temps à proférer des menaces, et que aussi s'il avait pris l'engagement ferme de parler aux enseignants, de leur tenir un langage de vérité, je crois qu'on en serait pas comme le dit M. Thiam, est-ce qu'il n'est pas temps de convoquer donc des États généraux? Il est temps. Impliquer également les acteurs de l'enseignement privé. Parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, nous sommes en train de tenir notre séminaire. Donc voilà, tu as vu mon badge là, qui est là. Donc c'est le CAPEP, qui est notre association, n'est-ce pas? C'est notre association, qui est le conseil des acteurs et des partenaires de l'enseignement privé. Donc c'est une association formée par l'ensemble des déclarants responsables, n'est-ce pas, de l'enseignement privé. Aujourd'hui, nous sommes en un séminaire pour voir comment arriver à vraiment, disons, de manière significative, contribuer à une éducation efficace et efficiente, n'est-ce pas, donnée à nos enfants. Aujourd'hui, je crois que ça, c'est ça. Maintenant, il faudrait que maintenant, au sein de cette assemblée-là générale dont parle M. Diop, que l'enseignement, les acteurs de l'enseignement privé soient impliqués. Parce qu'aujourd'hui, ce sont eux qui ont vraiment, qui jouent l'alternative. S'il y a problème au niveau de l'enseignement public, c'est le privé qui prend la relève. Le privé a fait tout ce qu'il doit faire. Aujourd'hui, ils ont terminé le programme. Les élèves étudient dans d'excellentes conditions. Ils n'ont aucun problème. Alors, qu'au finish, qu'est-ce qu'on va se dire? Est-ce que donc l'enseignement privé n'est pas en train d'être privatisé? Parce que, au demeurant, les parents vont se dire, écoutez, mais est-ce que moi enfin, est-ce qu'il est plus sûr maintenant de laisser mon enfant dans le privé, dans le public? Autant maintenant la mettre dans le privé. Je ne fais pas de la publicité pour le privé. Mais aujourd'hui, seul le privé travaille. Le public aujourd'hui, vraiment, est laissé en rade. Et il faudrait que le ministre qui est nommé, qu'il prenne en charge ces questions sensibles, qui sont des questions de l'éducation. Si maintenant, lui, il n'est pas capable vraiment de régler les questions, les questions les plus élémentaires, à savoir régler le problème de la grève des enseignants, je pense qu'il n'a plus sa place. Il ne doit pas avoir sa place au niveau de ces ministères-là. Qu'on se dise la vérité. Madame Faye Sall, c'est vrai, l'État a une mission régalienne de régler, n'est-ce pas, ces questions d'éducation. Il appartient à elle de régler. Mais peut-être elle s'est concertée par ailleurs avec son mari, le président de la République, qui lui a demandé de dire ceci, cela. Alors, donc, ils se sont concertés. Et à l'issue de cette concertation, Mme Faye Sall a pris l'initiative d'appeler tous les acteurs, tous les grévistes, chez elle, en leur préparant des choses, en manger, en discutant, et puis vraiment en dépassionnant, bien évidemment. Parce que c'est une manière où se dépassionner un peu. Hein? Les gens disent qu'ils ont été corrompus. Moi, je pense que ce n'est pas dans ce... Parce que Mme Faye, c'est son style. C'est une forme africaine. Hein? Ça, je place. Donc maintenant, elle devra faire la même chose avec les agents de la santé aussi. Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est possible. Parce qu'elle joue un rôle de médiateur. Vous savez que les médiateurs, c'est ça. La médiation aussi est fondamentale dans un conflit. Même si en temps de guerre. Maintenant, les gens, au finish, ils se retrouvent autour d'une table avec des médiateurs pour revenir en de meilleurs sentiments. Je crois que c'est le cas chez Mme Faye Sall. Je crois que ce qu'il y a lieu de faire,
c'est de mettre un terme à ces grèves répétitives, à ces grèves récurrentes. C'est le système éducatif qui est le plus grand perdant dans tout ça. L'État doit s'engager à respecter tous ces engagements vis-à-vis, n'est-ce pas, des enseignants grévistes. Pour que maintenant, qu'il n'y ait plus de grève à l'avenir, pour que le système éducatif soit sauvé pour de bon. En tout cas, ça c'est le conseil que je leur donne. Et je crois qu'ils l'ont bien. Alors, M. Thiam, donc, est-ce qu'on peut espérer que l'année prochaine, par exemple, avec le déroulement de ce qu'on a vu, est-ce que l'année prochaine, on peut s'en à une année scolaire sans grève? Oui, en réalité... Est-ce qu'il serait logique, par exemple, que l'année prochaine, que ces mêmes enseignants qui ont accepté de lever leur mot d'ordre sur la base d'une promesse reviennent dans la rue? Non, dommage, ce serait vraiment illogique et incompréhensible, si on se dit la vérité, parce qu'ils se sont mis d'accord sur des points. Donc, il y aura des applications par rapport en 2018, en 2019 et en 2020. Donc, la portion qui devrait être appliquée en 2018, cette portion sera acceptée par l'État. Donc, ces enseignants, hormis les quelques syndicats qui, jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, disent qu'ils ne sont pas d'accord. Avec des réserves. Avec des réserves. Donc, je pense qu'on devrait avoir une année normale, avec un enseignement de qualité et que le respect du quantum horaire. Mais, en réalité, là, c'est le souhait qu'on a. Mais si on fait une analyse un peu en perspective, moi, j'ai des doutes, j'ai des réserves. Pourquoi? Parce qu'on va vers une année électorale. On est même dans une année électorale. On va vers des échéances électorales, des élections présidentielles. Et je pense qu'à un moment donné, tout au long, à partir d'aujourd'hui, jusqu'au soir du 24 février 2019, le pays ne sera pas, en tout cas, un pays qui... Un long fleuve tranquille. Oui, tranquille, parce que les élections ont déjà annoncé les couleurs. Maintenant, puisque aussi, comme vous l'avez annoncé, je suis membre du grand parti, nous, notre souhait, c'est d'arriver au pouvoir. Notre souhait, c'est d'avoir la confiance des Sénégalais. Parce que dans notre programme alternatif sur le Sénégal, on a bien pris la question de l'éducation et de l'enseignement au centre de nos préoccupations. Ce qui fait de telle sorte que cette indemnité qui a été relevée à 100 000 francs, mais récemment, si vous lisez le PAS, ça a été déclaré par le président Malick Gakou. On avait dit non, c'est simplement une déclaration politique. Et pourtant, c'est ce que le président de la République a accepté. Par rapport à l'éducation, l'année dernière, le président Malick Gakou s'est déplacé les syndicalistes pour essayer de trouver une solution. Parce que l'opposant, son rôle aussi, c'est cela. L'opposant, ce n'est pas quelqu'un seulement qui tire sur le pouvoir d'une manière vraiment négative à tout moment. L'opposant, c'est celui qui prend les problèmes sociaux en main et essaye de trouver des pistes de solution. Et lui, il est dans ça tous les jours. Récemment, quand il faisait une rencontre de remerciement par rapport à la journée du 19 avril avec ses militants, il s'est prononcé qu'il va lui-même se lever, prendre ses responsabilités encore, je dis encore parce qu'il fait tout le temps cela, essayer de jouer une sorte de médiation entre le président de la République et les enseignants pour trouver une issue heureuse. Et entre-temps, l'accord a été scellé. Moi, je pense qu'à un moment donné, d'une manière indirecte, le président de la République, Macky Sall, a entendu l'appel du président Malick Gakou, simplement. Tant mieux. De toute façon, tout est bien qui finit bien. L'année scolaire donc a été sauvée par le président de la République qui a rencontré les syndicats d'enseignants. Cela donc nous permet donc de passer donc à la seconde actualité. C'est pour parler donc de la sphère ministérielle qui a été inaugurée à Diamniadio cette semaine par le président de la République. Alors, Excellence, quelle est donc la pertinence d'une seule sphère ministérielle quand on sait qu'on a déjà un building administratif ici à Dakar? Voilà, donc je pense que là, ça répond à... Disons que c'est en plat, ça répond, disons que, à la politique définie par le chef de l'État dès qu'il a accédé au pouvoir. Vous savez que le président de la République, il avait posé un acte fort au moment où il a pris il est accédé au pouvoir. Donc c'est l'acte 3 de la décentralisation avec la politique de territorialisation publique. Et aujourd'hui, Dakar, comme vous le savez, je crois que sur le principe, il est bon vraiment de congestionner un peu Dakar. Vous savez qu'il y a une forte concentration de l'administration à Dakar. Et vous savez qu'aujourd'hui, c'est reconnu de tous. C'est reconnu de tout. Et Diamniadio est quand même un pôle attractif qui polarise aussi bien Dakar que les régions. Je crois que stratégiquement parlant, Diamniadio est un lieu indiqué pour vraiment abriter l'administration. Ça permettra aussi bien aux Dakarois et ceux qui habitent les régions de pouvoir vraiment accéder à l'administration sans aucune entrave. C'est la raison pour laquelle je dis que ça, l'acte en tant que tel,
vraiment est salutaire. Et ça répond également à la politique de territorialisation des services publics. Parce que posée par le président dès qu'il est venu au pouvoir. Alors là, le principe en tant que tel n'est pas mauvais. Mais est-ce qu'aujourd'hui, compte tenu, évidemment, des priorités, parce que là, l'autre aussi l'a dit récemment, le pays de Kédougou, comment il s'appelle encore, Ngirassi, l'a dit, je l'ai lu hier dans les lignes de l'âge, en disant qu'effectivement, les priorités sont ailleurs, et pas, disons, à Diamniadio. Mais là aussi, ça permet aussi, c'est un ouf de soulagement pour Dakar, parce que Dakar est une forte concentration administrative. Il faudrait maintenant qu'on décongestionne un peu, qu'on permette vraiment à ceux qui habitent les régions, que Dakar vraiment de pouvoir bénéficier d'une administration de qualité. Et surtout encore que vraiment l'architecture en tant que telle répond aux normes d'une administrative moderne, attrayante. Je crois que là, en tant que l'acte en tant que tel n'est pas mauvais. Mais aujourd'hui, nous trouverons aussi, ce qui me pose problème, c'est le building administratif où on a déjà investi 30 milliards. Là aussi, c'est un problème. Jusqu'à ce jour, il faudrait quand même qu'on nous éclaircisse un tout petit peu où en est ce joyau. Hein? Est-ce que c'est terminé? Quand est-ce que les travaux vont être livrés, etc. Là aussi, en tout cas, c'est un problème que l'ensemble que l'opinion se pose. Maintenant, pour cela, bon, je crois que l'acte même est salutaire. C'est pas mauvais. Parce que ça permet à l'administration d'être décongestionnée et d'être vraiment transférée dans des endroits beaucoup plus aménagés, beaucoup plus attrayants, beaucoup plus vraiment attractifs. Je crois que là aussi, l'acte en tant que tel, je dis que par rapport à tout cela, on peut dire que le fait même de décongestionner ou de délocaliser, n'est-ce pas, l'administration donc dans ces lieux-là de Diamniadio, vraiment n'est pas aussi une chose mauvaise, parce que ça permet de décongestionner un peu. Je crois que ça, c'est... D'accord. Monsieur Thiam, comment est-ce que vous voyez cela? C'était opportun ou bien c'est tout simplement pour répondre à un besoin de luxe ou de délocalisation, de décongestion, comme il dit? Bon, je pense que pour répondre à la question, les deux aperçus peuvent être pris en compte. Il y a un besoin de répondre à un luxe. C'est un luxe attrayant, c'est un luxe positif. Parce qu'en réalité, une administration doit être attrayante, ça, on est d'accord. Normalement, à l'image réelle, toutes les administrations sénégalaises devront avoir ce standing pour permettre à l'homo sénégalais qui vient de très loin, pour reconnaître si on cherche une telle administration une fois à Dakar, qu'on puisse savoir c'est dans tel lieu. Tel n'est pas le cas aujourd'hui. On peut chercher une administration, on vous dit c'est dans la rue Jules Ferry ou autre, mais arrivé là-bas, vous ne parvenez pas à reconnaître. Parfois, ça ressemble à des maisons simplement habitées par des citoyens. Donc, on devrait avoir peut-être les mêmes couleurs, les mêmes standings pour avoir toutes les administrations sénégalaises sur ce côté. Nous, on souhaite avoir en tout cas cette possibilité de faire ça avec notre leader. Cependant, vous avez parlé de l'opportunité, parce que quand on fait un joyau, quand on crée une structure, il faut se poser la question sur le bilan coût-avantage. Il faut se poser la question sur l'opportunité de réaliser cela. Est-ce que c'était une urgence? Ou bien est-ce que les urgences se trouvent ailleurs? Donc cette question, il faudra essayer de trouver une réponse toute objective. Et cela, moi je pense qu'au fond, ça permet à l'État de gagner 8 milliards. C'est ce qu'on a dit par an. Donc c'est un acte. Mais sauf qu'il va falloir se poser des questions. Déjà, l'ordre des architectes avait soulevé des inquiétudes sur le sol de Diamniadio. Pour dire qu'ils ont analysé, ils ont dit que c'est un sol qui est vivant, un sol qui bouge. Donc pour le moment, on a ce joyau. Mais au fur des ans, on ne le souhaite pas et on prie pour que cela n'arrive pas. Mais est-ce qu'on a pris les certitudes nécessaires en amont pour qu'on puisse savoir qu'il n'y aurait pas de difficulté par rapport à cet immeuble? Est-ce que le sol tient bon? Est-ce qu'on a tout le matériel qu'il faut? Pourquoi je le pose? Parce que regardez ce qui... L'organisme qui a gagné l'appel d'offres, le marché de gré à gré, c'est Envol Immobilier. Envol Immobilier qui a été créé en 2015. En 6 mois simplement, Envol Immobilier gagne ce marché à coût de presque des centaines de milliards. Une entreprise qui n'a jamais posé une brique, on ne sait pas sa capacité. Et que c'est cette entreprise qui a, en tout cas, présenté ce joyau. Nous, on voudrait être optimistes, on souhaite parce que c'est le Sénégal qui nous intéresse. Maintenant, les urgences sont ailleurs. Pourquoi je le dis? Parce que n'oubliez pas que dans la journée du 22 mars même 2018, il y a un rapport qui a été publié par la FAO parlant de la possibilité de l'insécurité alimentaire au Sénégal. Et on en a parlé, les gens disent que non, c'est faux.
ils ont publié le rapport en 2018 au mois de mars. Ils ont dit que le Sénégal est frappé par rapport à cette insécurité alimentaire. Et on parle même de 30 000 foyers et 245 en tout cas seraient concernés. Et cela a été révélé par le secrétaire exécutif du Conseil national de la sécurité, à savoir Jean-Pierre Senghor, qui travaille là-bas. Donc ce rapport de FAO est un rapport qui met l'État en garde contre cette insécurité alimentaire. Moi, je pense que quand on devrait être là à dire 6 ans de bilan positif, il faudra songer aux populations qui sont dans les fins fonds du Sénégal et qui n'ont pas accès à beaucoup de choses. Vous avez parlé tout à l'heure de la santé, mais la santé est moribonde. La santé est malade de sa propre maladie. Et l'État ne fait absolument rien, en tout cas, pour essayer de régler ce problème. Vous êtes en train de dire que l'argent qui a été injecté à la sphère, pour la construction de la sphère de Diamniadio, aurait pu servir ailleurs. Mais aurait pu servir ailleurs parce que jusque-là, regardez le problème qui a été soulevé récemment par les trucs de radiothérapie simplement. Ça a soulevé un tollé, ça a soulevé un débat. Les gens ont parlé, on a un ministre de la Santé qui est là, mais ce problème demeure toujours. Regardez dans les hôpitaux. Moi, je fréquente les hôpitaux, surtout CTO. Parfois, vous arrivez là-bas, on vous dit que votre malade ne peut pas être pris en charge parce qu'on n'a pas un lit. Allez visiter avec vos caméras le service d'urgence des hôpitaux. Vous allez voir des choses qui vont vous donner des infrastructures qui datent de longtemps et que l'État n'a rien fait. Moi, je me souviens, j'avais un petit frère qui a été hospitalisé là-bas. Malheureusement, bon, ou heureusement, c'est Dieu qui décide, il est décédé. Mais je me rappelle, il y a un jour, c'est Mme Maré Faisal qui était venue à l'hôpital. Et les malades, les accompagnants des malades, couraient dans n'importe quel sens pour voir la grande dame parce qu'elle distribuait des enveloppes. Parce qu'il y a certains qui ne pouvaient pas honorer leurs factures, qui n'étaient plus hospitalisés, mais qui ne pouvaient pas payer des centaines de mille. Ils restaient là-bas. Et certains qui venaient avec des factures très salées et qui ne pouvaient pas payer cela, ils restaient là-bas. Donc, des problèmes de lit, des problèmes de salle, des problèmes d'urgence dans les accueils, et une grande dame qui vient en distribuant de l'argent, oui, c'est bien beau, mais je pense qu'il fallait faire le diagnostic, il fallait faire la symbiose de l'ensemble des hôpitaux, essayer de trouver des infrastructures et des matériaux nécessaires. Et je pense que pour donner le Sénégal cet envol qu'on veut nous faire, en tout cas croire avec cette émergence qui n'est pas cela. Prenons les autres secteurs, secteur par secteur, on voit qu'il y a beaucoup de choses. L'insécurité, la faiblesse, beaucoup de choses. Mais allez dans la région de Diourbel, si je me trompe, mon oncle va me rectifier. Je pense que Diourbel, il n'y a pas 3 ambulances. Ambulances pour sauver les vies? Non. Allez dans les autres régions. On parle de désengorger Dakar. Désengorger Dakar, ce n'est pas créer une sphère ministérielle à Diamniadio. Désengorger Dakar, c'est créer des infrastructures nécessaires et vivantes dans les régions pour permettre aux populations de rester là-bas, de commercer là-bas, de trouver des solutions pérennes par rapport à leurs occupations quotidiennes. Je pense que dans ce sens, on respecte les Sénégalais, mais aller à Diamniadio, procéder à une inauguration qui débute et on va procéder inauguration par inauguration jusqu'à l'approche des élections pour montrer qu'on a bien travaillé. Mais pour savoir si on a bien travaillé, allez interroger le Sénégalais lambda qui ne fait pas de la politique. Dis-lui, est-ce que vous avez de l'emploi? Dis-lui, est-ce que la santé, vous vous sentez à l'aise par rapport à toutes les occupations? Dites-lui, est-ce que vous parvenez à régler vos besoins quotidiens? Je pense qu'à ce niveau, le président de la République, avec son programme, en tout cas, les gouvernants, eux, ensemble, ils ont tous, en tout cas, échoué dans ce sens. Et pour vous dire qu'à chaque fois, on nous demande, les politiciens ne font que critiquer pour critiquer. On n'a pas critiqué parce qu'il y a des propositions qui ont été prises en compte par notre programme, le PASS. Par rapport à quoi? Par rapport à la préoccupation des Sénégalais avec le problème quotidien. Pour dire quoi? Il faudra qu'on parvienne à avoir ce Sénégalais-là, qui est là, qui a fini ses études et qui n'a pas encore fait ses études, mais qui a besoin de travailler. Qu'on lui permette d'avoir ce minimum pour, en tout cas, qui lui permettrait de vaquer à ses préoccupations et de gagner sa vie. C'est ce qu'on a appelé dans notre programme, ce qu'on appelle le RSI, ou revenu citoyen d'insertion, ou revenu minimum d'insertion. Ça, vous allez l'appliquer quand vous serez au pouvoir? Et on sera au pouvoir. En 2019? En 2019, au soir du 24. D'accord. On sera au pouvoir parce qu'en réalité, les Sénégalais ont fait confiance à notre mentor, qui est un homme, c'est pas l'objet du débat, mais qui n'a jamais eu maille avec la justice, qui n'a jamais traîné de casserole, qui incarne les dignités et les vertus des valeurs sénégalaises, qui n'insulte personne, qui n'est pas dans la vindicte populaire. Un leader qui est issu de rien et pour arriver aujourd'hui en ce qu'il en est, et modestement, il le vit. Donc je pense qu'il faut un nouveau type de Sénégalais. Et ce nouveau type de Sénégalais, ce n'est pas le Sénégalais qui veut être coûte que coûte président de la République. Le président Malick Gakou,
on souhaite qu'il soit président de la République pour diriger le Sénégal. Mais lui, dans sa version quotidienne, l'intérêt c'est le Sénégal. Et il a servi le Sénégal dans d'autres sphères. Moi, je pense qu'à un moment donné, il faudra qu'on puisse arriver à faire un choix. Parce que le Sénégal a tout le temps cette possibilité de démettre un président, mais n'a pas le choix de qui il faut mettre à la place. Et cette personne qu'il faut mettre à la place, je pense qu'il faudra que ce soit une personne qui incarne les vertus catholiques dans notre Sénégal des valeurs, et dans notre Sénégal où il y a le jom, le foot, on vous le souhaite bien. Mais alors, voilà, Excellence, c'est bien beau de construire une smart city, c'est-à-dire une cité vraiment moderne à Diamniadio, faire de Diamniadio la ville la plus moderne du Sénégal. Mais quand même, il ne faut pas se dire que le Sénégal ne se limite pas seulement à Diamniadio, il y a aussi les autres contrées. Oui, vous savez qu'aujourd'hui, je dis avec l'acte de la décentralisation, je crois que le président de la République a eu quand même à organiser des conseils, tenir des conseils ministériels délocalisés dans toutes les régions. Malheureusement, jusque-là, on n'a pas vu de résultat. Vous savez que pour la réalisation des programmes, ça prend du temps. Parce que l'État aussi ne fonctionne pas comme ça. Tout est question de budget, tout est question de planification. Il n'y a pas un pays où tout marche à merveille. Surtout nos pays pauvres, sous-développés. Mais cela aussi n'empêche que nous devons être ambitieux parce que nous sommes au XXe siècle. Nous devons quand même disposer d'une administration moderne, attrayante, qui réponde aux normes d'une bonne administration, pour permettre évidemment à l'ensemble des acteurs de l'administration vraiment d'évoluer dans d'excellentes conditions et de pouvoir produire des résultats probants. Je crois que c'est ça la question. Maintenant, les autres secteurs aussi ne sont pas laissés en rade. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est vrai que la santé, c'est dans même les pays développés. La santé souffre dans tous ces pays-là. Parce qu'aujourd'hui, tu vas en France, tu vas aux États-Unis, là où les pays les plus développés du monde, si tu ne débourses pas de l'argent, tu ne te soignes pas. Donc au Sénégal, au moins, il y a une prise en charge, n'est-ce pas, médicale de pas mal de personnes. Et je crois que cela n'existe pas dans même les pays les plus développés du monde. Il n'y a pas un pays où tout marche. Mais cela aussi, parce que l'administration aussi, elle fonctionne comme ça. Les acteurs sont pris en compte selon des priorités. Il y a la santé, il y a l'éducation, il y a l'agriculture, il y a pas mal de secteurs. Et l'État aussi a chaque secteur. Donc même si aujourd'hui son mentor, comme il dit, bon, moi j'ai rien contre Malgache, c'est un homme intègre et vertueux, un homme que je connais parfaitement bien, je crois que même si aujourd'hui il arrivait au pouvoir, il serait confronté à ce même genre de difficultés. Je crois que vouloir mettre sur pied un système médical performant ou un système éducatif ne nous empêche pas aussi d'améliorer notre système administratif, notre administration, et aussi de mettre dans nos, disons, les éléments de l'administration dans de bonnes conditions, dans d'excellentes conditions de travail. Je crois que là aussi c'est un problème. Maintenant, moi, la question, ma préoccupation, elle est ailleurs. C'est-à-dire que maintenant, le building administratif, là, si je me pose la question de savoir où en est le building administratif, où sont les milliards qui ont été injectés dans ce building administratif. Mais maintenant, c'est là où maintenant le gouvernement doit répondre. C'est là où il doit nous apporter des éclaircissements. Parce que laisser le building administratif et aller donc construire un joyau à Diamniadio aussi, là aussi, c'est là où on doit apporter des éclaircissements. Mais sinon, moi je ne vois vraiment rien avec notre politique de décentralisation, notre politique de territorialisation publique. Cela aussi vraiment peut nous amener à vraiment bénéficier d'un joyau vraiment permettant à notre administration vraiment de pouvoir bénéficier vraiment d'un cadre attrayant, d'un cadre permettant à nos hommes administratifs vraiment d'apporter des résultats auxquels vraiment la population sénégalaise, n'est-ce pas, attend. Par rapport au building administratif, il se dit par exemple que certainement que la primature pourrait aller rejoindre, parce que la primature n'a jamais été, elle est toujours au 9e étage du building. Donc il se pourrait donc avec la réflexion que la primature rejoigne son logement habituel et que certains ministres de souveraineté restent donc au building administratif. Oui, c'est ça. Il y aura forcément des politiques qui seront mises en place pour essayer d'occuper ces lieux. Ça, c'est sûr. Maintenant, le problème, M. Gueye l'a posé. Comment peut-on prendre? Vous savez, nous, on est arrivé à un moment donné au Sénégal, quand vous parlez de milliards, vous parlez de 1000 francs ou ainsi de suite. On a tellement entendu ces gens, ces milliards, on essaie de banaliser la chose. Mais c'est très grave. 30 milliards, ça permet de régler tellement de problèmes au Sénégal, tellement dans les autres secteurs, que réfectionner un bâtiment et finir par laisser
aller occuper ailleurs pour disons que oui, ça nous permet de recapitaliser 8 milliards, je pense que c'est un gâchis. Entre 8 milliards et 30 milliards, il y a une nette différence de 22 millions. Moi, je pense que 22 milliards du moins. Moi, je pense qu'il faudra répondre à cette question. Et j'invite nos députés, surtout nos députés du Grand Parti, à faire une question écrite sur la question, à demander une explication par rapport à cet investissement des milliards, par rapport à ce building administratif. Et on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Mais on n'est pas surpris. Hein, on n'est pas surpris par ce régime budgétivore. On n'est pas surpris par ce régime qui est là à faire des actes de pillage. Quand je dis pillage, c'est parce que selon les sommes qu'on dégage pour des futilités, simplement parce que quand on a l'utile à l'agréable, il faut songer à l'utile. L'agréable peut venir après. Maintenant, qu'est-ce qu'on a parlé de 30 milliards? On a parlé de 52 milliards pour les cartes d'identité. Jusque-là, certains n'arrivent même pas à avoir le carte d'identité. Et ce qui est dramatique dans tout cela, malgré tout ce qu'on a créé avec les cartes d'identité, allez-y, M. Georges, allez-y, M. Gueye, vous ne pouvez pas avoir un casier judiciaire avec nos cartes d'identité-là. On vous demande d'aller chercher un extrait ou lancer une carte d'identité. Tout ce qu'on a dépensé, ça ne sert absolument à rien. Il y a notre photo. On vous dira maintenant tout est dans les puces. Mais dans les puces ne fonctionnent pas. Jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas. On a tout entendu sur les puces, mais jusque-là, on ne sait pas. Regardez la taille du gouvernement. 83 ministres. 83 ministres, c'est inimaginable. C'est comme si on est en train de rêver. On est en train de parler d'un autre pays où il n'y a pas des risques de sécurité alimentaire. Alors qu'on nous avait promis 25. Alors qu'on nous avait promis 25 ministres avec les assises nationales. Ces 25 ministres qui ont été repris dans notre programme. On a, regardez, 40 avec portefeuille, 3 ministres d'État et 39 ministres sans portefeuille. 83 ministres dans un pays qui fait 15 millions et quelques. Aller dans les pays les plus développés, on n'a pas 20 ministres parfois. Il faudra essayer de voir les compétences qui peuvent aller ensemble et de dissoudre certaines agences et de qu'on rejoigne les ministères. Je pense qu'il y a des solutions. Mais quand on est animé par un souci de caser une clientèle politique, tout le temps, quand on est casé par un souci de favoriser la transhumance, parce que le président l'a fait à Kaffrine, quand on est animé par un souci de plaire à certaines personnes, moi je pense qu'il va continuer à nommer. Et on ne sera pas surpris si on est arrivé à un gouvernement de plus de 100 ministres, ainsi de suite, parce qu'en réalité, on a un président qui, tout ce qu'il a dit, élu, n'a pas été respecté parole par parole. Et ça, c'est un danger dans un pays où la parole est vertueuse. Et on peut citer trop d'exemples, concrètement, sur son mandat, ainsi de suite, sur les accords de 2014, sur le nombre de ministres, sur les assises nationales qu'il a eu à avaliser. Parfois, on nous dit, oui, le président de la République était parti ailleurs dans les assises nationales, et ainsi de suite. Mais quand il était venu, il a avalisé tout ce qui a été dit dans les assises nationales. Il avait dit qu'il avait signé avec des réserves. Avec des réserves, mais parfois le besoin de la population, la légitimité populaire et l'envie de progresser ont des dessus sur ces réserves. Et je pense qu'il fallait qu'il respecte sa parole. Et dommage, il est là, on n'y peut rien. Et la taille gouvernementale, moi je suis sûr et certain, si on donnait à M. Gueye le gouvernement du Sénégal, mais je pense qu'il ne fera pas 83 ministres. Je l'ai lu, j'ai lu quelque chose qu'il avait eu à écrire, et ça, j'en suis fier. Vous savez, il est un parent à moi parce que ma femme est de Diourbel. Ma belle famille est de Diourbel. Mais il y avait eu des sorties, je pense que c'est en 2013, où il disait Diourbel est très pauvre, alors que Diourbel devrait être très riche. Mais jusque-là, allez à Kaola, allez à Diourbel, allez à Kaffrine. Regardez le Sénégal. Arrêtons de prendre les tatas, d'aller à Dakar et de voir les rues Jules Ferry, les rues Boulevard de la République, Monument de la Renaissance et de penser qu'on est au Sénégal. On n'est pas au Sénégal. Ou bien à Diamniadio. Ou bien à Diamniadio maintenant, et Diamniadio qui va maintenant connaître des contentieux sérieux avec les terres. Avec les terres, les gens qui occupaient les terres, les gens qui ont des terres là-bas. Et tout cela, je pense qu'ils vont essayer de jouer sur les prix parce que maintenant, Diamniadio, c'est presque la ville citoyenne, c'est la ville moderne et c'est la ville où le Sénégal rêvait et Macky Sall l'a réussi. On applaudit des deux Grecs, mais je pense que les urgences sont ailleurs. Le président de la République... Mais là aussi, il faut penser, je vais ajouter quelque chose aussi. Vous savez que dans tous les... Enfin, pas mal de pays qui rêvent vraiment l'émergence, comme on dit dans la pleine acceptation du terme, ont toujours eu à créer des villes administratives et des villes économiques. C'est ça, je crois que ça, c'est l'objectif de Diamniadio. Diamniadio va devenir, comme par exemple Douala et Yaoundé, au Cameroun, comme Yamoussoukro et Abidjan, comme l'autre, Abuja et autres, Niger, etc. Tous les pays qui se veulent émergents, vraiment, rêvent d'avoir deux types de villes, ville administrative et ville
économique. Je crois que Diamniadio est en passe de devenir aujourd'hui notre ville économique. Voilà. C'est comme ça. Merci beaucoup. Espérons là aussi, on peut le penser de cette manière, hein, je crois. La nouvelle ville. Oui, la nouvelle ville, quoi. Cela nous permet donc d'aborder le dernier thème donc, de ce débat. Il s'agit donc de ces menaces qui pèsent sur le médiateur de la République, à qui donc le porte-parole du gouvernement somme de tout simplement continuer à observer son devoir de réserve qui, selon lui, il l'a violé, tout simplement en optant vers des positions un peu partisanes ou bien politiques même. Alors, monsieur Thiam, pensez-vous que le médiateur de la République, Alioune Badara Cissé, a violé son devoir de réserve? En réalité... En faisant des sorties récurrentes, parce que quand il dit, le porte-parole du gouvernement dit, les sorties récurrentes de ABC, de Alioune Badara Cissé, relèvent politiquement de positionnement politique militant. Et que depuis, il ajoute que depuis que le Sénégal est Sénégal, aucun médiateur n'a autant violé le devoir de réserve. Oui, vous savez, nos gouvernants actuels, surtout les gouvernants, les porte-parole, aiment jouer sur les mots pour parler de droit de réserve. Quand il s'agit de dire la vérité à la population, quand il s'agit de faire des sorties pour éclairer les lanternes, parfois on ne viole pas un droit de réserve. Le droit de réserve, c'est autre chose. Moi, je pense que la sortie du porte-parole du gouvernement, il a parlé à quel titre? C'est ça la première question. Il a parlé à quel titre? Est-ce qu'il a parlé en tant que porte-parole du gouvernement, porte-parole de l'APR ou un simple militant qui répond à un simple militant? Alioune Badara Cissé est un militant, il a le droit d'enlever sa casquette de médiateur et de parler comme un militant. Il faut qu'on parvienne à scinder qui a parlé. Est-ce que c'est le médiateur qui a parlé ou c'est celui qui accompagne le président et qui veut faire des sorties récurrentes? Et on doit arrêter une chose. On doit arrêter à chaque fois qu'il y a une personne qui parle, qu'on demande au président de la République de démettre cette personne. Non. Le médiateur de la République est investi d'un mandat. Et ce mandat va arriver jusqu'à terme. Il faut qu'il soit des légalistes. Il faut qu'il soit des gens qui respectent les textes. Comment peut-on nommer quelqu'un pour un mandat qui continue d'un seul coup et vous demander, parce qu'il fait des sorties récurrentes, il donne des positions partisanes, qu'il doit être démis de ses fonctions. Mais qu'il ne fait pas de sortie ici de position partisane. Mais lui, ce qu'il devrait dire... Peut-être que sa mission aussi... sa mission, c'est comme la médiation. D'une position impartiale. D'une mission impartiale. Essayer d'analyser l'ensemble des problèmes qui sont là autour du Sénégal. Essayer de prendre son bâton de pèlerin et de jouer pleinement. C'est sa mission régalienne. Mais moi, ma préoccupation, c'est... Parfois, on ne sait pas qui parle. M. Gueye peut parler. On ne sait pas si c'est la personne qui dirige l'école privée qui parle, ou c'est le militant qui parle, ou c'est quelqu'un d'autre. Il faut qu'on parvienne à savoir qui parle. Moi, je pense que la sortie de Alioune Badara Cissé n'est pas quelque chose d'extrêmement grave pour qu'on puisse demander au président de la République, parce qu'il prend des positions partisanes, de le démettre. Alors que le président de la République lui-même, c'est un chef de parti, se comporte tout le temps comme quelqu'un qui prend des positions allant dans le sens de nuire à l'opposition, de ne pas respecter beaucoup de choses et de relever la coalition Benno Bokk Yakaar et son parti. Je pense qu'ici, il n'y a pas un politicien qui fait des sorties et qui ne soit pas des sorties partisanes. Maintenant, je pense que s'il est lui porte-parole du gouvernement, ce qu'il devrait faire, c'est de ne pas demander qu'on puisse démettre Alioune Badara Cissé. Ce qu'il devrait faire, et je vous donne, c'est d'aller trouver Alioune Badara Cissé qui se trouve être un frère. Et essayer de parler comme on le fait dans notre cher Sénégal, dans leur propre salon, essayer de lui dire, parfois ça peut porter à des confusions parce que vous êtes médiateur de la République. Et quand vous parlez, c'est la République qui parle. Ça peut porter atteinte même peut-être à l'institution, et ainsi de suite. Mais sortir pour se faufiler, pour se vanter, pour dire qu'il faudra que le président démette, je pense que les gens de l'APR... Parce que là, il dit que le médiateur de la République est en train de désacraliser les institutions. Non, c'est faux. Celui qui est en train de désacraliser les institutions, c'est le président de la République lui-même. Parce que c'est lui qui, à travers d'autres personnes qui parviennent à régler la situation des Sénégalais et pas lui qui a cette disposition régalienne. Je pense que je ne suis pas de l'APR, heureusement. Pourquoi? Parce que les gens de l'APR ne respectent pas le président de la République. Quand je dis ne respectent pas le président de la République, ils doivent savoir quand est-ce qu'ils parlent avec l'institution et quand est-ce qu'ils parlent avec le chef de parti. Et s'ils parlent avec le chef de parti, ils n'ont qu'à aller dans leurs instances, essayer de trouver les textes et les statuts et demander quelle est la faute commise par Alioune Badara Cissé qui lui permettrait en tout cas qu'on puisse le mettre à la porte. Maintenant, si on parle avec l'institution, lui qui a les pouvoirs, les pleins pouvoirs de nommer qui il veut par rapport à un poste où il veut, et ces pouvoirs, ce sont les pouvoirs propres du président de la République, je pense qu'il est capable d'appréhender et d'analyser la situation et de voir quel est l'impact de la sortie de Alioune Badara Cissé. Est-ce que cela va dans le sens qu'on puisse le changer par rapport à son poste? Et il est le seul à pouvoir cette décision. Mais un militant qui sort, qu'on puisse être porte-parole
du président de la République ou bien presque du gouvernement, demander ça à un président de la République, pour moi, c'est un peu ne pas respecter même ses pouvoirs propres. À moins que, parce qu'il y a une réserve, parce qu'on a l'habitude de dire en Wolof, à moins que ce que dit Seydou Gueye, c'est ce que dit le président de la République, mais il ne peut pas le faire publiquement. Ça aussi, c'est une réserve. Mais je pense que Alioune Badara Cissé, il a eu tout le temps des difficultés par rapport à l'APR. Il est temps même qu'il sorte dans ce parti. Nous, on l'invite dans au grand parti. Il sera respecté et traité à son image. Après qu'il sera peut-être chassé. Alors, M. Gueye, est-ce que vous pensez que le médiateur de la République a des positions partisanes ou bien politiques? Vous savez, je vais d'abord commencer par vous dire, en fait, qui est l'homme. Alioune Badara Cissé, un homme que je connais au passage. Parce que quand je fus consul général du Sénégal en Arabie Saoudite, en ce moment, donc, l'APR venait d'accéder au pouvoir. Alioune Badara Cissé était notre tutelle en tant que ministre des Affaires étrangères. Il m'a trouvé en Arabie Saoudite à Jeddah en mission plusieurs fois. C'est quelqu'un que je connais pour son honnêteté, pour son courage, pour son franc-parler. Vous savez que malheureusement, aujourd'hui la politique a été prostituée. Parce que les hommes qui disent la vérité ne peuvent pas vraiment évoluer, disons, à l'aise dans un parti politique. Parce que il faudrait que les gens sachent aussi qu'Alioune Badara Cissé, indépendamment de sa position de médiateur, Alioune Badara Cissé est un militant de l'APR auparavant. Alioune Badara Cissé n'est pas un administrateur civil qui est nommé là, apolitique, qui est nommé médiateur. Là, on peut parler de droit de réserve. Mais Alioune Badara Cissé, non seulement, bon, indépendamment de sa position de médiateur, de sa posture de médiateur, Alioune Badara Cissé est un militant de l'APR, qui a ses idées à défendre dans l'APR. Il se réclame d'ailleurs géniteur de l'APR. De l'APR. Il fait partie de ceux qui ont créé l'APR. Et Moussa Cissé Lo. Et Moussa Cissé Lo, exactement. Mais maintenant, même nous, aujourd'hui, qui sommes dans, qui aidons, qui fonctionnons, qui soutenons la mouvance présidentielle à travers nos mouvements de soutien. À Diourbel, dont je parle de l'ADD, l'Alliance pour le développement de Diourbel, dont je suis moi-même le président. Mais nous avons des problèmes avec les responsables de l'APR dans notre localité. Parce que l'APR est né comme ça. L'APR n'a pas été structuré comme le PDS, comme autres partis autres. L'APR fonctionne comme, on dit, une armée mexicaine. Je peux dire, pas ça. Parce que la seule personne qui décide dans l'APR, c'est le président Macky Sall. C'est la raison pour laquelle il est difficile. Et ça, je dis, je vais lancer encore un appel sonal au président de la République. S'il veut vraiment gagner ces élections de 2019 avec ses collaborateurs, avec ceux qui le soutiennent, il n'a qu'à revoir un peu les gens qui évoluent, qui tournent, qui gravitent autour de lui. Il ne nous rend pas un grand service. Ça a été le cas avec l'entourage d'Abdou Diouf. Abdou Diouf a perdu le pouvoir. Je crois que c'est une tribune qui m'a permis aujourd'hui de dire tout ce que je pense de l'APR. Oui. Parce que moi, je soutiens jusqu'à là où je la preuve du contraire la mouvance présidentielle avec le mouvement ADD. C'est ADD qui a beaucoup joué sur la victoire de la mouvance présidentielle à Diourbel, aussi bien pour les élections référendaires que les élections législatives. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas à l'aise à Diourbel avec ces gens-là. On ne nous invite pas pour certaines manifestations. Récemment, il y a le financement des femmes. C'est l'occasion d'en parler. Nous, nos femmes, aujourd'hui, et nos femmes n'ont pas été invitées à ce financement des femmes, qui est aujourd'hui les femmes du département de Diourbel qui d'un montant de 177 millions hein, pour le projet. Alors que nous, nos femmes militantes, n'est-ce pas, de notre mouvement qui sont toujours bâtis pour aider l'APR à Diourbel, sont laissés en rade. Je crois que ça aussi, c'est inconcevable. Alioune Badara, c'est ça, il va sonner l'alarme. Il est temps que le président ouvre les yeux. Alioune Badara est en train de lui rendre un grand service et de l'aider. Il ne faut pas qu'il le lâche. C'est un homme franc, un homme qui dit la vérité, un homme qui soutient par-dessus le marché l'action gouvernementale posée par le président de la République. Mais je crois que là, oui, on ne doit pas lui faire la guerre. Alioune Badara Cissé, il dit ce qu'il pense, c'est un intellectuel, c'est quelqu'un qui réfléchit, autant que nous aussi nous réfléchissons, parce qu'en politique aussi, ça ne va pas dire que, même si on est dans un parti, on ne doit pas dire la vérité. Alioune Badara est en train de dire la vérité, il a droit à la parole, il doit dire ce qu'il pense, n'est-ce pas, de l'APR. Donc nul ne peut le démettre de ses fonctions, parce qu'aujourd'hui, il est nommé pour 5 ans,
Donc, ceux qui connaissent le droit, mon ami là est un professeur de droit, savent qu'Aliou Ndour ne peut pas être démis. Ça veut dire qu'eux, mais ils connaissent les textes du droit. Il ne peut pas être démis de ses fonctions au moment où il est nommé pour 5 ans. Ça, c'est les textes qui le disent. Je pense que là aussi, il faudrait qu'on fasse très attention. Pour ne pas aussi amener le président vraiment à prendre des décisions qui soient vraiment à l'encontre de l'intérêt même de son parti. Une minute, professeur. Est-ce que là, il n'est pas quand même temps qu'on nomme souvent les hommes qu'il faut à la place qu'il faut? C'est-à-dire, quand il s'agit, par exemple, quand on sait que le poste demande une obligation de réserve, qu'on nomme quelqu'un qui n'est pas partisan? Oui, ce serait en tout cas la meilleure formule de trouver quelqu'un qui n'est pas membre d'un parti et d'essayer de nommer ces genres de personnes dans certains postes, comme par exemple être médiateur ou être ministre de l'Intérieur, ainsi de suite, parce qu'en réalité, ce sont des postes qui soulèvent des problèmes. Moi, je pense que M. Gueye a bien fait le diagnostic, a bien fait montrer le prototype de la personne qu'il connaît très bien. Moi, je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on puisse se retourner sur nos valeurs. Quand quelqu'un qui fait des sorties, qui dit ce qu'il pense, mieux vaut essayer de parler avec la personne dans une sphère privée que de sortir de dire des inepties, des choses qu'on ne maîtrise même pas. J'invite aussi le président de la République à essayer de reconsidérer les problèmes sociaux. Oui, je sais qu'il est quelqu'un qui sait exactement je dois régler les problèmes des Sénégalais, parce qu'il le sait, c'est sa mission. Mais je pense qu'il y a trop de dépenses qui pouvaient régler autre chose. Je pense qu'avec le TR, on s'en félicite, ok, parce que c'est quelque chose qui vient. Mais moi, j'ai l'habitude de dire, TR ou pas, on va aller à l'aéroport. Donc, pensez à revigorer tous les rails du Sénégal et soulever toutes les industries. Voilà, merci. On me signale épuisé. Merci donc à son excellence Cheikh Gueye. Je rappelle qu'il est le président du mouvement de l'Alliance pour le développement de Diourbel, membre donc de Benno Bokk Yakaar. Merci à M. Serigne Thiam, enseignant à l'UCAD et responsable du Grand Parti. Merci à l'équipe technique Modou Fall, Cheikh Diop. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs. Excellent week-end avec les programmes de Walf TV. Merci, Jean. Merci.